l'invité de la matinale. KTO Radio. Toute cette semaine, on développe 6 grands enjeux de cette année 2025. Second enjeu ce mardi matin, ceux autour de l'Union européenne. Entre la guerre en Ukraine qui se poursuit, la présidence à venir de Donald Trump aux États-Unis, ou encore les élections en Allemagne, les interrogations autour du vieux continent sont multiples. Je vous propose ce matin de les passer en revue avec Sébastien Maillard, qui est notre invité. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et bonne fête à venir. Déjà, joyeux Noël, c'est encore le temps de pouvoir le souhaiter. Merci, à vous aussi. Joyeux Noël à tous les auditeurs du KTO. Et les auditeurs peut-être qui ne vous connaissent pas, je vous présente à eux. Vous êtes politiste, spécialiste des affaires européennes et notamment conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Alors, l'Union européenne a connu une année d'élections au Parlement et au Conseil de l'Europe en 2024. Qui a vu notamment les partis conservateurs prendre davantage de pouvoir. Quel bilan faites-vous de cette année et qu'est-ce que cela augure pour 2025 ? L'année 2024 aura été pour l'Europe une année à la fois de continuité, puisqu'on a vu Ursula von der Leyen être reconduite à son poste de présidence de la Commission européenne, avec une majorité à peu près grosso modo la même que dans le Parlement sortant, mais avec effectivement un Parlement européen beaucoup plus à droite et même, je dirais, à l'extrême droite. Et donc, ça influe sur la législation à venir de ce Parlement européen avec lequel la Commission européenne doit composer. Un exemple typique, c'est que la directive sur la déforestation importée a été reportée d'1 an, tandis qu'on cherche à devancer la mise en œuvre du pacte asile-migration. Donc c'est emblématique, vous voyez, de la nouvelle couleur politique en Europe, au-delà du Parlement européen, où les questions migratoires préoccupent beaucoup les opinions publiques et les questions environnementales, qui étaient beaucoup plus prégnantes dans la majorité sortante du Parlement européen avant les élections de 2024, sont aujourd'hui peut-être moins prises autant en considération. On parlait hier dans l'invité de la matinale de la France, de la politique en France et de l'instabilité au pouvoir face à un besoin de bien commun, d'intérêt général. L'instabilité politique touche également l'Allemagne, où de nouvelles élections doivent avoir lieu en février prochain. Quelle influence cette instabilité dans ces pays clés de l'Union européenne que sont la France ou l'Allemagne peut-elle avoir sur l'Europe ? Ce sont des élections qui arrivent plutôt que prévues en Allemagne, dès le 23 février, avec les conservateurs de la CDU-CSU en tête. On s'attend à ce que Friedrich Merz soit le prochain chancelier, mais cela veut dire effectivement qu'il n'y aura pas de gouvernement en place en Allemagne, sans doute pas avant Pâques, pas avant fin avril. En tout cas, c'est les prévisions les plus communes. Et ça veut dire que pendant toute cette période, avec à la fois un exécutif en France très fragile, sur des bases très fragiles, toute cette période, tout ce premier semestre va voir la France et l'Allemagne ne seront pas en état de prendre de grandes initiatives européennes. Et ce, à un moment où il y aura, on y reviendra aussi bien côté de la guerre en Ukraine que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, des décisions cruciales à prendre pour l'Europe. Donc ça me place l'Union européenne dans une position plus vulnérable, en tout cas moins en état de marche que si la France et l'Allemagne, qui sont, vous l'avez rappelé, les deux pays moteurs traditionnellement de l'Union européenne, pour avancer. Mais ça permet aussi à d'autres leaders d'émerger. Je pense notamment à la Pologne, à Donald Tusk, qui est le Premier ministre de ce pays, qui va prendre la présidence ce 1er janvier pour les 6 mois. Lui est sorti renforcé des élections européennes. Il doit affronter un scrutin présidentiel au mois de mai, mais il est dans le même parti qu'Ursula von der Leyen, la PPE. Il est dans une posture très importante vu sa place, la place de la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis aussi des États-Unis. Donc il faudra compter avec la Pologne, il faudra compter aussi avec Giorgia Meloni en Italie, qui est sortie aussi renforcée en 2024 par les élections européennes. Donc la France et l'Allemagne seront moins les leaders en position
motrice, mais d'autres pays, je pense en particulier à la Pologne et à l'Italie, pourront aussi, eux, avec Ursula von der Leyen, assurer ce leadership. Vous avez parlé de la guerre en Ukraine, vous avez parlé également de Donald Trump. Quelle peut être la conséquence sur la guerre en Ukraine de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump? En tout cas, la question, je pense, que peut être posée. Elle peut être posée, mais avec encore un grand point d'interrogation, puisque il faut bien reconnaître que ce que compte faire le président américain au sujet de cette guerre reste assez flou. Il prétendait pouvoir régler cette question en 24 heures. C'est peut-être très, très prétentieux. Et on n'est pas du tout sûr que Vladimir Poutine ait, lui, envie de baisser les armes. En tout cas, sa guerre s'intensifie contre l'Ukraine. On ne cesse de voir tous les jours. La question qui se pose, c'est si 2025 sera ou pas l'année de la paix en Ukraine, en tout cas, dans quelles conditions cette paix peut être établie, est-ce que c'est un accord ou un gel du conflit avec des frontières non reconnues, et surtout ce que le président Zelensky d'Ukraine aura besoin, c'est des garanties de sécurité pour ne pas que la guerre se poursuivre et que Vladimir Poutine soit définitivement convaincu de s'arrêter là. Et des garanties de sécurité sont difficiles à apporter puisque on ne voit pas l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. En tout cas, les États-Unis n'en veulent pas. Ça veut dire que des pays comme la France, le Royaume-Uni devront jouer leur part. On peut s'attendre aussi en 2025 à ce que, en contrepartie peut-être de ces négociations, que la pression pour que l'Ukraine adhère à l'Union européenne soit renforcée. En tout cas, qu'il y ait une forte pression à admettre plus rapidement, pas bien sûr pas dès l'an prochain évidemment, mais que des garanties aussi crédibles soient données à l'Ukraine qui l'engage bien sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne, qui pourra rassurer les investisseurs aussi qu'il faut bien parier sur ce pays à l'avenir pour le reconstruire. En dehors de la guerre en Ukraine, quel impact l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait-elle avoir sur l'Union européenne dès 2025 ? Dès 2025, ce que les Européens redoutent le plus, c'est la hausse des tarifs douaniers. Les droits de douane américains pourraient augmenter sur les exportations européennes vers les États-Unis, ce qui bien sûr aura des conséquences inflationnistes aux États-Unis, mais aura des répercussions sur notre commerce avec cette grande économie. Et bien sûr, nous redoutons, quand je dis nous, c'est l'ensemble des 27 des pays de l'Union européenne, redoutent ces hausses de tarifs qui peuvent frapper l'ensemble de nos produits. En tout cas, c'est ce que menace de faire Donald Trump. Et on voit déjà Ursula von der Leyen promettre, pour apaiser Donald Trump, de lui acheter plus de gaz naturel liquéfié. Peut-être les États membres iront chacun aussi faire leur course outre-Atlantique pour s'équiper en armes militaires américaines. Donc oui, ça aura des conséquences sur le commerce, mais aussi sur la manière dont les Européens sont prêts ou non à se prendre davantage en main, mais plus largement pour ne pas dépendre trop des États-Unis. En fait, la grande différence avec l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est que les Européens doivent comprendre qu'ils n'ont plus vraiment d'alliés à Washington. Il faut avoir avec lui des rapports purement transactionnels, sans rien attendre de solidaire. Et donc, les Européens doivent diversifier leurs approvisionnements, doivent prendre en main leur propre production d'armement. Et donc ça, le président russe aussi l'a bien compris. Et peut-être que ce que redoutent les Européens, c'est que la Russie teste ce qui reste de l'OTAN et oblige les Européens à davantage à unir leurs forces pour faire face à cette menace russe, si on ne peut plus compter autant qu'avant sur la défense américaine.
Cela pose la question également de l'unité des pays de l'Union européenne face à ces menaces, la guerre en Ukraine, les guerres commerciales. On n'a même pas parlé de la Chine, mais il y a également des tensions avec la Chine au niveau du commerce extérieur. Où en est-on dans l'Union européenne face à ces différents conflits et du point de vue de l'unité des pays membres? La menace unit. La menace, parfois, c'est ce qui cimente les Européens, à partir du moment où cette menace est analysée de la même façon. Est-ce qu'il y a une commune appréciation de cette menace? Bien sûr, elle paraît beaucoup plus prégnante, beaucoup plus forte lorsqu'on est en Estonie, voisin de la Russie, qui voit les câbles sous-marins dans la Baltique être sabotés. Elle paraît beaucoup plus forte que lorsqu'on est à l'autre bout du continent, en Irlande, qui est un pays neutre, où peut-être la menace est moins redoutée. Mais globalement, la question russe, c'est ce qui aiguillonne aujourd'hui la construction européenne et qui oblige les Européens à davantage s'unir. Ce qui n'est pas, en effet, non plus évident, puisque on voit certains dirigeants, je pense à Viktor Orban en Hongrie, Meloni à sa façon, certains cherchaient à avoir leur propre relation, soit avec Donald Trump, soit avec Vladimir Poutine, et à faire un peu cavalier seul. C'est aussi le cas du Premier ministre slovaque Robert Fico pour son approvisionnement énergétique. Donc, soit les Européens font front commun, s'unissent et jouent un rapport de force où leur unité peut jouer dans la balance pour faire valoir leurs intérêts, soit ils y vont en ordre dispersé. Et là, effectivement, ça peut faire beaucoup de dégâts pour les Européens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une guerre tarifaire avec les États-Unis, elle frappera forcément tout le marché européen, puisque nous sommes un marché par définition unique. Donc avec les droits de douane, on ne peut pas faire de différence entre pays. Ils sont forcément les mêmes pour tout l'ensemble du marché européen. C'est pour ça qu'une réponse commune sera très importante. Et on verra, un test de solidarité des Européens en 2025 sera leur budget. On parle beaucoup du budget en France, mais il y a aussi le budget européen qui va être négocié à partir de l'été prochain. On s'attend à ce que la Commission européenne mette sur la table un projet de ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel sur les 7 années à venir. Et la négociation commencera dès l'année prochaine. En tout cas, on aura déjà un premier aperçu. Et ça représente 1% du PIB européen. Et c'est une manière pour les Européens de voir qu'est-ce qu'ils mettent en commun, qu'est-ce qu'ils mettent dans le pot commun pour leur défense, pour leur propre production, pour leur politique industrielle. Et ça, ce sera le test de solidarité et d'unité des Européens se vérifiera déjà dans leur ambition budgétaire commune l'année prochaine. Donc premier élément de réponse dès l'été avec le budget. Merci Sébastien Maillard pour ces analyses sur l'Union européenne et les perspectives en 2025. Je rappelle que vous êtes notamment conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et j'invite les auditeurs et les auditrices à suivre le travail de l'Institut Jacques Delors en se rendant sur le site internet. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin Sébastien Maillard et bonne fête et bon réveillon. Merci à vous et très bonne année.